1686. Louis Dieudonné, dit Louis XIV, gouverne la France, l'un des royaumes les plus puissants de cette époque. Ses moindres faits et gestes sont abondamment commentés et relayés. À Versailles, siège du royaume, la cour est avide de ragots, et il se murmure que le roi n'est pas au meilleur de sa forme. Ses apparitions publiques se font rares, et il ne va plus à la chasse. Ses habituelles promenades dans le parc du château de Versailles sont faites en chaise à porteur. La rumeur publique affirme, avec aplomb, que Louis XIV souffre d'une tumeur à la jambe. Il est pour l'heure bien incapable de marcher, et la station assise lui est particulièrement douloureuse. Il faut dire qu'à 48 ans, c'est un homme déjà bien malade. Il a guéri de la petite vérole, de la gonorrhée, de la fièvre typhoïde, il souffre d'indisposition gastrique constante, plus 2 ou 3 autres choses. Mais le mal qui le ronge à cette heure-ci est bien pire, et surtout plus gênant, aussi bien physiquement que vis-à-vis de ses sujets. Car en réalité, c'est une fistule anale qui le tracasse depuis des mois. Une fistule anale est un abcès situé, comme son nom l'indique, dans ou à proximité de l'anus. Cet abcès situé dans la fesse forme un conduit menant à l'anus. Il en résulte un écoulement de pus malodorant ressortant du trou du cul du roi. De plus, des germes en profitent pour coloniser le dit conduit. L'abcès du roi serait dû à une piqûre due à une plume qui garnissait un coussin de son carrosse. Abcès aussi gênant qu'il est douloureux. On fait alors venir à la cour une armada de médecins, de charlatans et autres guérisseurs, et on soigne le roi comme tout bon médecin de l'époque, à grands coups de clistère et de lancette. Le clistère est une grosse seringue dans laquelle on place divers produits, comme des herbes aromatiques, des épices, avec de l'eau parfois mélangée à du vinaigre. Puis on enfonce le clistère dans le cul du roi, et on procède au lavement en règle du côlon. La lancette sert généralement au saigner. Dans le cas qui nous intéresse, elle servira surtout à inciser l'abcès royal afin d'en faire couler le pus. Incision inutile donc, puisque l'infection est toujours présente. On lui applique des crèmes, des cataplasmes et bien d'autres remèdes dans le genre, mais rien n'y fait, il faut opérer. La délicate intervention est confiée au barbier chirurgien Félix de Tassy. Tassy jouera sur cette intervention sa réputation et sa carrière, il n'a pas le droit de se louper. Alors il s'entraîne, sur des pauvres à l'hôpital de Versailles. Il y met le temps, il connaît quelques succès, mais aussi pas mal d'échecs, qui se soldent la plupart du temps par le décès des patients. Petit à petit, de Tassy met au point un protocole et des instruments chirurgicaux. L'écarteur d'anus d'abord, et un bistouri recourbé, dit bistouri à la royale. L'opération est programmée le 18 novembre 1686. Le chirurgien sera donc de Tassy, et assisteront également à l'opération Monsieur de Louvois, le ministre de la guerre, le père Lachaise, le confesseur du roi, et un collège de médecins et d'apothicaires, ainsi que Madame de Maintenon, l'épouse du roi. De Tassy s'avance. Sire, puis-je inciser ? Allons, dit le roi, un traversin calé sous le ventre pour relever le royal postérieur. Puis, une dernière prière du roi. Mon Dieu, je me remets entre vos mains. L'opération a lieu sans anesthésie. 2 apothicaires sont chargés de retenir les jambes du roi. De Tassy introduit une sonde dans l'anus du roi, puis la glisse le long de la fistule, et il atteint finalement le boyau. Il joint le boyau du bout des doigts et tire la fistule vers le bas. Puis il l'ouvre en 2 et introduit des ciseaux dans la plaie. Enfin, il incise l'abcès. Bien que l'opération soit extrêmement douloureuse, le roi étouffe ses cris, mais la sueur inonde son visage. Pour contrer un tant soit peu la douleur, il plante ses ongles dans les bras de son ministre de la guerre, qui ne réagit pas portant le bras en sang. Pour faire bonne mesure, après l'opération, on administre au roi une bonne saignée. L'opération est apparemment un succès, et dès le lendemain, Louis XIV tient un conseil des ministres depuis sa chambre. Cependant, 2 autres opérations seront nécessaires dans les semaines qui suivirent. La cicatrice menaçait en effet de s'infecter. De Tassy n'avait pas enlevé la totalité de l'abcès. S'ensuit donc une autre opération, puis une autre, et à chaque fois, elles sont de plus en plus douloureuses. Le roi finit par s'en remettre, et il guérit totalement de sa fistule dès janvier 1687. Il décédera finalement à l'âge vénérable de 73 ans. De Tassy sera largement récompensé par le roi. Outre une somme de 150 000 livres, il lui est alloué des terres ainsi qu'un titre de noblesse. Mais passablement traumatisé par l'opération, il cessa de pratiquer, ses mains étant prises de tremblements nerveux. Par décret royal, la profession de chirurgien sera créée, et les médecins ne seront alors plus aptes à pratiquer des actes chirurgicaux. La nouvelle de la guérison du roi sera l'origine d'une nouvelle mode. Se faire opérer de la fistule, même si c'est inutile.
Après l'opération, Madame de Brinon compose quelques vers, en l'honneur de la guérison du roi. Jean-Baptiste Lully posera des notes sur ces vers. Grand Dieu sauve le roi, grand Dieu venge le roi, vive le roi. Que toujours glorieux, loué, victorieux, venge ses ennemis, toujours soumis. Que toujours glorieux, loué, victorieux, venge ses ennemis, toujours soumis. Quelques années plus tard, vers 1714, Georges Frédéric Handel est de passage à Paris. Se revenant en Angleterre avec la partition dans ses bagages, il change un peu les paroles et offre le morceau au roi George, sans vraiment préciser d'ailleurs qu'il n'en est pas l'auteur. Cet air est aujourd'hui connu sous ce nom, God Save the Queen. Voici comment un royal postérieur inspira un hymne national.